Cependant, une grande agitation prévalait dans toute la terre ferme. Les mécontentements se propagaient avec rapidité. Aux causes naturelles de la Constitution de Venise se joignait aujourd'hui la fréquentation des Français, les traits de leurs opinions nouvelles et la sorte d'administration que répondiront les défaites de Wormser et le succès obtenu sur Avency. On regardait généralement l'Italie comme perdue pour l'Autriche et l'on considérait que son explosion devait entraîner la chute de l'aristocratie. Les généraux français cherchaient constamment à modérer ce mouvement lorsqu'il revint le Tolentino tout entier à son projet de marcher sur Vienne. Il porta toute son attention à prévenir les troubles qui pourraient avoir lieu durant son absence d'Italie. Les États vénitiens lui donnaient de l'embarras. L'irritation avait été toujours croissante. Brescia et Bergame avaient à peu près opéré leur révolution. Les Fenaroli, les Martinengue, les Lecce, les Alexandrie étaient à la tête de ce mouvement. Ils composaient les premières, les plus riches familles. Se devaient, sous le nom de municipalités, exercer une espèce d'indépendance. Elles avaient les caisses à disposition des revenus et nous mettions au son plat. Si le lion de Saint-Marc s'y voyait encore, c'était plutôt une déférence pour les volontés du général français que acte de soumission à la souveraineté de Venise. C'était parti de déclamations amères et violentes contre les nobles vénitiens, soit dans la conversation, soit par la voix de la presse. Partout on relevait avec agrure l'injustice de leur souveraineté. Où est le droit de Venise, disait-on, de dominer sur nos vies? Sommes-nous moins braves, moins éclairés, moins riches que diverses provinces? Reconnaissons un monarque qui séjourne dans la capitale. Cela se conçoit parce que ces provinces et cette capitale sont égales à ses yeux, sont toutes sujettes et toutes favorisées de même droit. Mais ici que le noble vénitien s'arroge exclusivement la souveraineté sur nous que les valons à tous égards, c'est une monstruosité insupportable et révoltante. D'un autre côté, l'orgueil des sénateurs était vivement offensé des voix des sujets qui depuis des siècles étaient soumis à leur ancêtre, oubliaient l'immense distance qui les séparait. Ils n'oubliaient rien pour les faire rentrer dans les devoirs. Ils augmentaient les levées d'esclavons, les menaçaient de succéder Autrichiens, les appelaient Jacobins, faisaient courir les bruits les plus alarmants contre les Français, tout annonçait un choc violent. Battaglia, dans ses dépêches au Sénat, a dû cesser les outrages des Bresciens et diminuer aux yeux de ceux-ci la colère et les importunements du Sénat. Du jeu conciliant, il nécessite donc ces nombreux rapports avec le général français de l'intéresser à la République. Cependant, il était trop éclairé pour se dissimuler qu'il était impossible d'ajuster à l'amiable des passions si violemment contrariées. Le général français médita longtemps sur l'état des choses. Il lui semblait impossible de laisser ici susciter 3 millions d'individus livrés au désordre et à l'anarchie. Il n'avait pas plus d'influence sur les amis de la France que sur le Sénat même. Il pouvait même les empêcher de se porter à de telles démarches, mais il ne pouvait les empêcher
empêché de parler, d'écrire, d'irriter personnellement le Sénat dans une foule de détails d'administration qui lui étaient étrangers. Il fallait pourtant prendre une partie des armes issues de Brescia et de Bergame. C'est déclaré tout à fait pour le Sénat en proscrivant les novateurs, en remplir les cachots de Venise. C'était aligner le Parti populaire sans se concilier l'affection du Sénat. Et si cette atroce politique peut entrer dans l'esprit du général français, elle eut pour résultat infaillible, comme sur Louis XII, de réunir à la fin toute la population contre lui, porter le Sénat à s'allier avec la France en modifiant sa constitution, en se rendant agréable au peuple de la terre ferme. C'était sans doute le meilleur parti aussi. Le général français avait-il tout tenté pour l'amener à chaque succès qu'obtenait. Il en renouvelait la proposition, mais il avait toujours échoué. Il s'offrait une troisième partie de marcher sur Venise, de cesser cette capitale et d'y opérer par la force les changements politiques nécessaires en modifiant ses lois et procurant la supériorité aux partisans de la France. C'était la vraie manière de couper le nœud. Ne pouvant le dénouer. Mais quand, après avoir arrêté ce projet, il voulait déterminer le moment de l'exécution, il lui devenait impossible de le concilier avec les circonstances et son grand projet survient. Il ne pouvait marcher sur Venise tant que le prince Charles serait sur le Piave. Il fallait donc commencer par les battre et les chasser d'Italie. Mais si l'on obtenait ce grand avantage, convenait-il alors de perdre les fruits de la victoire? Fallait-il regarder le passage des montagnes pour ramener la guerre autour de Venise? C'était donner au prince Charles le temps de se reconnaître, de se renforcer, de créer de nouveaux obstacles. On ne pouvait attaquer Venise sans avoir battu le prince Charles qui la couvrait. Et on ne me devait pas après l'avoir battu, parce qu'alors le temps était trop précieux et qu'il convenait de le poursuivre jusqu'à Vienne. Venise était d'une grande force. Elle était défendue par ses lagunes, une grande quantité de bâtiments armés, 15 000 esclaves en formaient sa garnison. Maîtresse de l'Adriatique, elle pouvait recevoir encore de nouvelles troupes. Enfin, elle recelait dans son sein la force morale de toutes ces familles souveraines qui ayant combattre peu leur existence politique, qui pouvaient évaluer le temps que nos troupes seraient retenues à cette entreprise et peu que la lutte se prolongeait. De quel effet ne pouvait pas être une telle résistance sur le reste de l'Italie. Cette nouvelle guerre ne manquait pas d'éprouver des grandes contradictions à Paris. Venise y est un ministre très actif. Les conseils y étaient en opposition avec le directoire. Le directoire lui-même était très divisé. Si Napoléon consultait le directoire sur l'entreprise de Venise, celui-ci ne répondrait pas. On éviterait la question. Si, comme il avait fait jusque-là, il agissait de son chef sans demander d'autorisation. À moins du succès immédiat, on lui reprocherait d'avoir violé tous les principes. Il n'avait le droit, comme général en chef, que de repousser la force par la force. Une guerre nouvelle contre une puissance indépendante ne pouvait être faite sans l'ordre de son gouvernement. Ce était se rendre coupable de l'usurpation des droits de la souveraineté.